Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de couve, l'émission de débat autour du manga. Cette semaine, on va parler réseaux sociaux. Oui, ils sont là, partout. Ils sont partout autour de nous, partout avec nous, dans nos téléphones, sur nos ordinateurs, nos tablettes. On scrolle parfois bêtement dans les transports en commun, aux toilettes. On scrolle pendant de longues minutes, explosées par nos journées de boulot ou nos journées de cours. On s'en sert aussi pour découvrir tout un tas de choses, un tas de gens, des trucs à lire, des trucs à regarder, des trucs à acheter aussi, des trucs à manger, ça c'est bien. On s'en sert également pour s'exprimer. Alors on s'exprime pas tous toujours très bien, mais peu importe, on échange, on discute, on s'amuse. Parfois on râle, parfois on troll, parfois on dépasse les bornes aussi. C'est vraiment devenu une partie de nos vies, les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on va regarder un peu en arrière aujourd'hui et voir en quoi et comment le marché manga s'est transformé à l'heure des réseaux sociaux. Et cela alors que nous, on s'en sert très peu pour promouvoir l'émission ici dans la 5e de couve. Pourquoi on n'est pas plus présent ? Parce qu'on est vieux. Parce Bonne réponse. On n'a pas de CM, on n'est pas payé déjà. Payez-nous et puis. Puis parce que les buzz et les bad buzz, ça nous ennuie aussi. Non, mais payez-nous. Oui. Qu'est-ce qu'on va. On engage quelqu'un. Mais qu'est-ce qu'on va aller rajouter du bruit au bruit, quoi. Rien, on va gérer notre communauté, on va la faire grandir. Mais on s'en occupe déjà bonjour, très bien merci. sur notre Discord. Non, ils s'occupent eux-mêmes. Mais pas beaucoup. Non, ils s'occupent eux-mêmes. Il faut être clair, Julie. Ils s'occupent eux-mêmes. Il y a le truc aussi, moi, qui me bloque toujours par rapport à l'émission, c'est le fait de toujours devoir condenser nos pensées. Au début, on essayait d'extraire des petits bouts de phrases de l'émission, des petits trucs comme ça, mais je trouve que ça marche pas parce qu'à chaque fois, je fais ouais, mais on n'a pas dit que ça. Et de voir les gens réagir au titre des émissions, de voir réagir les gens sans avoir écouté. Ouais, voilà, une phrase et tout. Mais oui, c'est ce que tout le monde fait après, en plus. Et c'est pour ça qu'il faut un CM, payez-nous un CM. Voilà, c'est Johnny Noël, Père Noël. Et puis attendez, il y a un truc aussi qu'on ne dit pas, c'est la flemme. La flemme. On a aussi peu la flemme de faire les choses de manière très propre. On n'a pas donc le temps toujours. Enfin, on pourrait avoir le temps, mais on ne cherche pas. Oui, on a une vie, quoi. Et oui, c'est un peu ça. Bon, on va parler sérieusement ici de réseaux sociaux et du marché manga à l'heure des réseaux sociaux. Et c'est parti dans la 5e de couve. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Ah, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Vous êtes en train d'écouter la 5e de couve, le seul podcast où l'on peut découper, charcuter, dépecer et aimer le marché manga à l'heure des réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Salut Johnny, salut Julie. Salut. Est-ce que vous êtes prêts pour live TikToker l'enregistrement de cette émission ? Trop. Non, mais on est sur Switch là. Sur Twitch. Sur Twitch. Putain, le mec il connaît même pas les réseaux sociaux. Et on est sur TikTok. Comment ça s'appelle ? Je sais plus. Le truc là des... Grillé, c'est mort. On n'est plus Oh, crédible. les vieux. Bon, vous l'entendez, on manque un petit peu de compétences pour aborder le sujet, donc nous avons un invité, Fabrice Fadiga, chargé de communication et de partenariat web de Doki Doki et du groupe Bamboo Édition. Salut Fabrice, bienvenue dans la 5e de couve. Salut l'équipe de la 5e. Merci. Ouais, merci d'être avec nous pour partager ta vision, partager ton expérience. On a plein de questions à te poser et on veut aller vraiment on veut ton expertise. On a besoin en tout cas. Merci pour l'invitation et c'est vous qui êtes dans la merde parce que je suis un imposteur. C'est ce que disent tous les gens d'internet ça aujourd'hui. Si vous nous découvrez seulement maintenant, merci d'être avec nous. La 5e de couve, c'est un podcast manga à 99% du temps. On est hebdo, on dure 1 heure, un petit peu moins en ce moment. C'est plus de 270 émissions. Regardez, scrollez, écoutez, il y a de tout, de la thématique, du catalogue, de l'analyse. Il y a de la biographie aussi, il y a des petits tops, il y a tout un tas de choses. Et si vous aimez ce qu'on fait, allez justement sur les réseaux sociaux. Criez-le au monde entier. J'aime la 5e de couve. Mais t'as triché, ça, c'est le truc de la dernière émission. Non, c'est aussi celui. Ouais, c'est du coup, les 1% restants pour ceux qui se demandent, c'est du TCG. Tu vas reprendre la même blague que l'émission de la semaine dernière. La même chose, je refais la même chose. Non, mais voilà, partagez en MP, partagez à tous vos contacts l'émission. Sinon, laissez un commentaire, une note et abonnez-vous sur vos plateformes podcast habituelles. Donc voilà, maintenant, l'idée de cette émission, c'est de voir si, plus sérieusement, il y a eu un impact des réseaux sociaux
sur le marché du manga en France, de voir si le marché manga a changé en réponse à l'existence et à l'omniprésence des réseaux sociaux. Ouais, c'est un gros sujet qu'on a préparé aujourd'hui. Donc Fabrice, écoute, première question pour toi. En quoi les réseaux sociaux ont bouleversé le marché manga, si les réseaux sociaux l'ont bouleversé? Allez, petite thèse là, go. Oh waouh, j'ai combien d'heures? Une. Wow. Non, mais le premier truc sur lequel je peux rebondir, c'est la synchronité. Le fait que les maisons d'édition, en mon temps, je suis certainement moins vieux que vous, mais oui, il faut pas. Voilà. Mais à mon époque, c'était le courrier des lecteurs dans différents magazines, Spirou, le journal de Mickey et autres. Et en fait, il y avait quand même un peu de temps pour trouver ces mots, trouver des justifications, et surtout une sélection des questions. Donc je lisais assidûment les différents courriers des lecteurs, et effectivement, il y avait on va dire des revendications parfois du lectorat. Oui, ça, on va pas le mettre dans le magazine. Etc. Mais c'était des éléments choisis par les maisons d'édition. Là, il y a un côté lavage de linge sale en public. Oui. Et je pense que ça a grandement joué. Je ne sais pas si ça peut jouer sur des décisions finales. On en parlera certainement plus tard. Mais je pense que c'est la plus grosse différence, c'est qu'il n'y a aucun filtre. Tout le monde a accès aux revendications des autres. Il peut y avoir un effet boule de neige. Et ça peut aller assez vite. Parce que, comme dans tout, dans les relations humaines ou autres, lorsqu'on n'a pas de temps pour réfléchir à une solution, à une réponse, ça peut aller très vite. Et on est dans l'émotionnel et vraiment, il y a... Enfin, non seulement il n'y a plus de filtre, mais il n'y a plus de temps. Enfin, c'est vrai que les deux se télescopent et donc il y a vraiment, c'est pas moins plus quoi. Ça ne fonctionne pas dans ce cas-là. C'est là où ce que disait Joe pour déconner en disant on n'a pas de CM, payez-nous un CM. Chose que font les maisons d'édition, elles se sont obligées du coup à embaucher. Ça a mis un certain temps d'ailleurs. Ça, selon les maisons d'édition, c'est pas allé dans le même sens pour toutes. Et ils ont donc décidé d'embaucher des community managers. Et ces community managers, eux, sont en relation directe, font ou pas le filtre, et eux, on les presse de répondre très très vite, parce que il y a le chef de com, le responsable, le patron de la maison d'édition qui font « Oh, comment ça se fait qu'on ait du mal, réponds-leur !» Et en même temps, t'as les lecteurs qui font « Oui, on vous pose des questions, vous, la maison d'édition, répondez-nous tout de suite, vous nous devez une réponse !» Alors non, personne ne doit rien à personne. Sauf Johnny qui doit 5 € à Cagnard, oui, mais sinon... Peut-être. Mais c'est vrai qu'avant, je pense que les maisons d'édition, ils avaient du mal parce que c'est pas un métier qui leur fait gagner de l'argent, si tu veux. C'est un truc qui paye, mais qui paye pourquoi? C'est vraiment la question business du j'ai un CM, mais quoi? Pour répondre à des questions, je ne veux pas payer quelqu'un pour répondre à des commentaires. Sauf que maintenant, en fait, c'est une visibilité. Tu te dois d'animer ta communauté, de faire vivre ton image de marque au final. Et ça, même si tu gagnes pas entre guillemets d'argent dessus, en fait, l'image de marque, c'est super important. Tu peux pas passer à côté aujourd'hui. C'est impossible. Voilà, c'est ça. Finalement, c'est que, comme tu disais en introduction, c'est pas seulement ce domaine, c'est tous les domaines de la vie qui ont été impactés par des nouvelles façons de consommer, de communiquer, et qui ont dû trouver des solutions très rapidement pour des métiers, donc métier d'éditeur de manga. C'est un métier qui est très jeune et finalement qui a dû grandir en même temps que ces outils nouveaux arrivaient et étaient démocratisés petit à petit. Donc je trouve qu'il y a une espèce de souplesse qu'il faut avoir, qu'il faut savoir maîtriser, voilà, exactement, et d'adaptabilité. En plus, je veux dire, les maisons qui décident d'éditer des livres japonais pour un public français, je trouve que déjà ça part d'une volonté d'être souple et adaptable, mais si en plus tu dois endiguer une révolution culturelle et technologique, utiliser des nouveaux moyens de communication pour te créer une image de marque, te créer une communauté, répondre à ces gens-là pour continuer un lien qu'au début tu avais seulement créé avec des livres, avec du papier, avec des courriers.
forcément, ça demande une certaine maîtrise, je trouve. Donc, étape 1, effectivement, ça a un peu bouleversé le marché, ça a en tout cas bouleversé la façon de voir les choses de plusieurs éditeurs, ne serait-ce qu'en faisant leurs équipes de communication et comment les fonctionnements internes. Ça a bouleversé aussi donc le rapport éditeur-lecteur, puisque il y a un contact direct maintenant qu'il n'y avait pas avant. Avant, tu pouvais pas interpeller un éditeur en disant c'est quoi ce papier pourri? Tu pouvais, mais tu le faisais de façon privée. Tu pouvais, mais personne ne le savait. Voilà, exactement. Parce qu'encore une fois, le courrier des lecteurs, ça devait passer par plusieurs checkings avec le oui, bon bah là il a pas l'air content, mais au moins il est poli, il dit bonjour et tout, etc. Alors que là, ouais, la politesse, ça oublie. Enfin, moi je me rappelle chez Glénat, il y a 15 ans, ils avaient sorti un titre, une BD, et on avait reçu une lettre à la presse et ils nous disaient pourquoi il aimait pas cette BD, que c'était n'importe quoi, on dénaturait l'histoire de la France avec cette BD, c'était un truc fictionnel, je me rappelle plus quoi, mais la lettre était vraiment longue, elle était écrite à la main déjà, manuscrit, et tu sentais, et le mec il avait signé et tout, donc juste nous, on va pas l'afficher. Alors qu'aujourd'hui, cette même personne, sous Twitter, elle fait un thread de 4 ou 5 trucs, et puis elle est pas signée, elle est anonyme, et puis tout le monde va réagir dessus, va liker, va reposter. Alors que le pauvre petit gars, là, comment il savait, personne ne savait à part moi, quoi. Mais ouais, c'est ça. Est-ce que, en tant qu'éditeur, des fois, vous vous sentez un petit peu contraint de devoir rendre des comptes aux lecteurs? Oh, moi, Dieu merci. Déjà, je ne suis pas sur le terrain. Et en plus, Doki Doki, la maison d'édition pour laquelle je bosse, est assez, on va dire, mainstream. Les publications de Doki Doki sont très propres. Oui, et surtout, vous n'avez pas de problème de papier, d'impression. Exactement. Mais en fait, c'est vraiment plutôt que de gérer des problèmes à la sortie, tout est géré en amont. En fait, c'est un travail de longue haleine en amont pour éviter d'avoir des soucis derrière, parce que d'ailleurs ça se voit sur nos réseaux sociaux, on a en général peu d'interaction avec notre public, à part lorsqu'on sort des titres comme 50 nuances de gras, qui sortent un peu de notre ligne édito qui est plutôt stable. Chez Doki Doki, on fait du chat, du isekai / fantasy et un peu de bagarre. Oui. Un tout petit peu. Et en fait, des fois les trois en même temps. Des fois les trois en même temps, Street Fighting 4 et tout, etc. Et, ou encore le gros chat et la sorcière grincheuse. Trop bien. Ouais, non, c'était très 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 bien. Mais sinon, en général, on essaie de ne pas trop faire de vagues. Et Dieu merci, ça fonctionne. Et notre CM n'a pas à s'arracher les cheveux, à prendre des cachets et tout. Donc, ouais. Oui, parce que ça, c'est important. Enfin, et je trouve que les gens ont tendance à oublier que non, nous ne sommes pas... nous n'envoyons pas nos requêtes à des robots, même si oui, il y a beaucoup de bots sur les réseaux sociaux désormais, maintenant on le sait, mais que non, en général, comme disait Johnny, les maisons d'édition ont embauché des gens pour justement répondre quand il y a des questions, quand il y a des invectives, et c'est pas la peine de déverser son fiel, ou alors en tout cas c'est très contre-productif, et ça peut heurter vraiment les gens qui travaillent et qui doivent lire plein de messages comme ça qui sont très négatifs. Justement, ouais, les bad buzz, parlons-en, parce que c'est le truc qu'on voit le plus finalement, ou qui fait le plus parler quand on parle des réseaux sociaux et de son rapport au manga. C'est difficile de jauger. Comment, dans une équipe communication, vous réussissez à jauger la puissance d'un bad buzz? Comment vous l'évaluez? Comment vous dites là c'est un vrai bad buzz, c'est pas juste 3 personnes qui se sont attaquées à c'est une vraie... Il y a une vague là, il y a une vague qui va arriver. Ah, c'est parfait. Non, malheureusement, la communication n'est pas une science exacte, parce que les vecteurs et autres éléments sont infinis, humains, multiples, et donc on ne peut pas avoir de formule fonctionnant à la perfection, et d'autant plus que d'un côté, on a tous ces récepteurs qui sont multiples, et même dans une maison d'édition, en ayant différentes générations, différents services qui ont leur voix au chapitre, ça peut être compliqué. On peut avoir par exemple un directeur directeur commercial qui ne voit que la relation en librairie et
les acheteurs et qui peut se dire ah tiens ce sont des pleu-pleu sur le web qui 2-3 pleu-pleu sur le web qui élèvent la voix. Au niveau de la communication, on peut avoir justement une community manager ou une personne de la responsable communication qui est très attachée à avoir une belle image. Et donc, rien que là, il peut avoir des frictions. Ah ouais, donc en plus, ça apporte vraiment la merde, excusez-moi pour le mot, au sein des équipes qui travaillent à faire les mangas, quoi. C'est ça, mais là, je parle même pas de nous, c'est au niveau global. Oui. On parlait des interactions et des réactions à chaud. Même le plus grand des génies, à part dans certains mangas où ils ont des kekaku, comme diraient certains, réagir à chaud, c'est toujours compliqué. Et en fait, on ne peut pas se rendre compte qu'une grenade a été découpillée, ou si c'est une grenade ou si c'est un pétard mouillé. Et en fait, il peut y avoir des éléments qui se télescopent et qui donnent lieu à des catastrophes, alors que ça commençait tout simplement. Ça peut être juste ignore ça, et en fait il y a un effet boule de neige derrière, ou alors non mais vas-y à fond, et en fait c'était juste une petite interaction, et en fait avoir la maison d'édition qui réagit assez fortement, on dit il y a Anguille sous roche, ils ont réagi oui, en fait tout est super interprété aussi. Alors que parfois en fait il n'y a pas de raison aux choses, il y a juste des humains qui n'ont pas eu leur café et qui ont besoin de boire leur café avant de répondre. Et là je vais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, encore une fois, dans tout ça on parle des maisons d'édition, mais en fait techniquement même si le bad buzz est incroyable et tout, c'est quelques deniers qui sont retirés de la poche des maisons, mais par contre des fois pas toujours, mais c'est ça que je dis, même si c'est ça. Comment on jauge quoi, comment on sait si ce bad buzz va avoir un impact commercial ou non, et est-ce que on doit le jauger à l'impact commercial ou seulement à l'image? Enfin, c'est super dur. En réalité, ça on peut vraiment pas le faire. Encore une fois, c'est la communication, c'est pas une science exacte. La seule jauge qu'on peut avoir, notamment au niveau du manga, c'est l'image, comme tu disais, et notamment lorsque une maison d'édition est détentrice techniquement de l'image d'une autre maison d'édition, enfin des ayants droit japonais. On peut se dire ah tiens, si en étant détenteur des droits de ce manga, je me fais épingler et je me fais insulter et on me traite de tous les noms, est-ce que la maison d'édition mère, est-ce que les ayants droit pour leur prochain titre n'auront pas des réticences à me le fournir? Moi, c'est peut-être sur ça que je pourrais me dire ah, il peut avoir un impact, mais à l'instant T, c'est toujours compliqué. C'est pour ça que lorsqu'un directeur commercial demande on va dire au service com, ce que vous avez fait, quel est l'impact sur les ventes, c'est toujours un peu compliqué de le faire. Par contre, l'image, oui, il peut avoir des impacts derrière, mais c'est encore une fois impossible de se le dire à l'instant T. C'est peut-être un rendez-vous édito dans un mois, un an ou autre, où l'éditeur dira ah non mais en fait sur votre marché, dans votre pays, vous êtes vus comme des gros cons. Je ne vais pas vous refiler cette série progressiste parce que oui, on a vu que vous aviez une mauvaise image auprès des gens qui aiment la justice. Ouais. Après, pardon Julie, inversement, ça peut être aussi l'impact de la maison d'édition japonaise qui, par exemple, je prends l'exemple d'Acted, il y a eu un petit problème avec l'auteur, et puis du coup, voilà, là c'est Kiyun qui a décidé, non, on va pas continuer, on arrête avec 3 tomes. Tu vois. Excellent nouveau manga de la dessinatrice, très très beau. Oui. Qui sera pas chez Kiyun. Je sais pas, j'en sais rien. Mais non, mais tout ça pour dire aussi que finalement, comme l'avait souligné Maxime au tout début, ce qui est terriblement frustrant, je trouve, dans ce domaine-là, c'est que les retombées, en tout cas les retombées positives, sont soit très lointaines dans le temps, donc tu peux pas du tout t'engager effectivement auprès de tes partenaires, que ce soit en interne ou en externe, mais tu peux pas non plus, te reposer sur ce genre de retour positif pour essayer de consolider à la fois tes stratégies, ou bien même d'avoir de l'amour propre finalement, et de te dire finalement on a fait du bon boulot et d'être content. Et c'est ça qui est terrible, c'est que vraiment les gens qui sont les plus visibles et les plus râleurs tiennent souvent le haut
comment on dit, le haut du crachoir, le haut du pavé. Mais en fait, un peu comme dans la vie, finalement, celui qui crie le plus fort, des fois, on l'entend bien plus que les autres, même s'il dit n'importe quoi. Mais ce qui est direct, en fait, c'est vraiment l'impact sur la santé mentale des community managers. Parce que, c'est là que ça bouleverse les choses. Et des équipes, même plus largement, parfois, ouais. Ouais, mais encore une fois, c'est terrible. Les CM, ce ne sont pas les boîtes de leur daron ou de leur daronne, mais l'impact est hyper négatif. Même si on se dit qu'on peut se dissocier de son boulot, ce n'est qu'un travail et tout. En général, quand tu travailles dans le domaine de la culture, c'est parce que tu as un certain affect. T'as la passion. Il y a la passion pour ça que je travaille pas. et tout, etc. Et en fait, se faire bousculer parce qu'on a eu le malheur de travailler dans un domaine qu'on aime en étant moins payé que dans d'autres souvent et en défendant des titres qu'on aime, des auteurs qu'on aime, ça doit être, enfin c'est hyper violent. Je prendrai juste quelques exemples de ces dernières années ou autres, etc., où les CM ont été un peu bousculés, ou même, en fait, pour les best-sellers, etc., les CM de Glénat, ou pour chez Pika. Mais les CM n'ont rien à voir là-dedans. Mais en fait, ce sont ces personnes-là qui sont en ligne de front, qui en fait sont les gilets pare-balles des maisons d'édition en réalité. Oui. C'est tiens, je vais me prendre toutes ces informations-là, ces insultes, cette haine. Oui, c'est pas des informations. Enfin, il faut dire on va dire que ce sont des informations négatives, des informations brûlantes. On sent le professionnel. L'info à chaud. Après, il y a aussi de l'amour. Hein. Faut le garder aussi un peu. Exactement. Le garder en besace, en réserve, histoire on va dire de faire des cataplasmes sur les plaies. C'est tous les MP gentils, tu les imprimes et tu les mets à ton bureau sur un grand panneau en liège. Exactement. Elle a liké. Mais j'avais une question. Est-ce que j'imagine que désormais il y a quand même des formations ou des choses qui sont quand même prévues ou qui ont été anticipées? Il y a des formations pour réagir ou ne pas réagir, justement. Pour le coup, je peux pas parler pour les autres maisons d'édition, mais ce sont des choses qui existent. Il y a des formations et il y a aussi des sortes de cellules de crise dans les maisons. J'ai bossé précédemment dans une agence dont je tairai le nom, où en fait il y avait des cellules de crise avec des mots-clés, enfin des sortes de modus operandi pour les situations de crise. Comme si c'était en fait une glace à briser en situation de crise pour pouvoir sortir des mots-clés, pour pouvoir justement gérer tout ça. Dans une maison d'édition avec des titres multiples, avec justement des situations qui ne peuvent pas être anticipées. Notamment, par exemple, l'auteur original a fait de la merde dans son pays. On peut pas l'anticiper. Oui, ça c'est sûr. Et surtout là, effectivement, tu parles d'une agence spécialisée dans le web, par exemple, qui sont des très 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 grosses boîtes. Les maisons d'édition BD/manga encore plus. C'est des petites équipes. Vous n'avez pas des boîtes de com en consultant. Vous n'avez pas vous pouvez pas faire appel comme ça en un clin d'œil à un spécialiste de gestion de crise. Vous n'avez pas des analystes pour vérifier si le mot-clé relié au bad buzz ressort 1 millier de fois ou seulement 100 par les mêmes personnes. Vous n'avez pas tout ça, des spécialistes, des choses comme ça auxquelles vous pouvez avoir accès. Et non, mais ça c'est justement des choses à essayer d'anticiper, sachant qu'on n'a pas justement des agences. Là, je parle juste de notre cas. Je ne peux pas me permettre de prendre la parole pour les autres maisons, mais en fait, dans notre cas, on essaie de voir en amont ce qui pourrait poser problème et justement essayer de savoir comment y répondre sans calcul en fait. C'est vraiment savoir ce titre parle de cette thématique là, est-ce que ça pourrait pas toucher certaines personnes et tout, donc on se prépare. On ne peut pas vraiment être prêt, mais on peut essayer de recherche de trigger warning. Voilà. Ouais, alors c'est pour ça que vous prenez pas de risque, vous faites que des chats, quoi. Voilà, pas de risque. Exactement. Par les gens qui préfèrent les chiens, enfin honnêtement, la cellule de risque. Mais il y a 2 personnes de la team chien en France, donc c'est bon. Il a parlé du grattoir et il coupe pas les ongles. Non mais le il est ouf. Il a dit bon chat. Tu vois que Johnny c'est un mec à chat. Exactement, il a dit qu'ils avaient 7 vies alors que c'est 9. Putain, je trouve que dans le monde de l'édition, je réduis de la BD, je réduis encore plus du manga, il y a un rapport à part par rapport aux autres industries culturelles avec les lecteurs.
C'est-à-dire que dans la littérature, par exemple, si un éditeur va changer la fab de son ou la charte graphique de son poche pour la 17e fois en 8 ans, personne ne va rien dire. Là, j'ai envie de nuancer, effectivement, dans la littérature classique. Ok, je pense qu'il n'y a aucun souci, mais en fait dans le genre, par exemple fantasy, SF ou autre, etc., ça peut être un peu plus compliqué. Là, tu as parlé de poche. Le poche, c'est le bout de la chaîne. C'est c'est les bonnes ventes. Non, mais justement, j'ai pas trop de thunes et tout, etc. Mais quand t'es arrivé en poche, c'est qu'il y a déjà eu des bonnes ventes avant. Ouais. Et par contre, justement, le beau bouquin, il peut avoir des soucis. Lorsque le dos d'un beau bouquin change, que la tomaison est un peu remontée par rapport au tome précédent, que la police change, là il peut y avoir de la bagarre. J'ai eu la chance de travailler pour une maison d'édition de fantasy, de genre à une certaine époque, et oui, non, ça pouvait râler. Non, mais par rapport au cinéma ou aux jeux vidéo, je trouve que le rapport est différent avec le manga, l'attitude des gens, comme s'ils se sentaient plus proches, comme s'ils se permettaient plus. Ah ouais. Moi je suis d'accord. Là, encore une fois, pour la littérature, le genre et le manga, par exemple, pareil, ça peut être quasi pareil. Il peut avoir une relation justement de proximité. Parce que c'est des communautés, genre la New Romance, la Beat, la fantasy. En fait, c'est des communautés qui sont ensemble, qui parlent de ce qu'ils aiment. Et le manga, c'est exactement ça. Donc oui, je comprends tout à fait. Et parce que ce sont des communautés assez jeunes, où en fait, il y avait un combat pour faire reconnaître leur amour, être reconnu en tant que fan, en tant que spécialiste même parfois, c'est ça qui est gratifiant, je pense, en tant que jeune lecteur. Mais effectivement, je pense qu'il y a aussi le fait que finalement, même si, comme tu disais, donc les littératures de genre, les littératures les livres de manga, c'est déjà des objets que les gens aiment garder chez eux. Déjà, il y a une espèce d'affect particulier à vouloir collectionner, avoir des jolies étagères. On connaît tous les fameuses photos de bibliothèques, voilà. Mais encore une fois, les réseaux. Oui, voilà. Mais je pense aussi c'est que même si le cinéma, c'est un secteur qui a énormément changé. Je parle du point de vue économique. Je pense que à nous, les générations des quarantenaires, on a eu accès à un cinéma qui était beaucoup moins cher. Et on a pu y aller alors qu'on était plus jeunes, plus souvent. Alors que maintenant, c'est quand même quelque chose qui, des fois, est pas forcément accessible à tout le monde, je pense. Ouais, mais tu vois, je trouve qu'il y a plus de films pourris qu'il y a de mangas de mauvaise qualité, tu vois. Ah, mais ça, c'est une histoire de production, je pense. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a aussi une question d'économie d'industrie et bien tout. Sûr, ouais. Non, mais j'ai l'impression, tu sais, qu'il y a une sorte que les lecteurs s'approprient beaucoup, les lecteurs fans et qui font extrêmement attention à ce qu'ils lisent et à leur collection, se sentent plus proches et plus en droit d'avoir des exigences particulières que dans d'autres domaines. Ouais. Parce qu'il y a une impression de work in progress en fait. Parce qu'un film, lorsqu'il est diffusé, en réalité, à part l'affiche, le trailer, il n'y a pas tant de travail derrière que ça. Enfin si, c'est du travail, les trailers. Mais en fait, on a l'impression que c'est fini. Alors qu'un bouquin, là, on va repartir sur justement la littérature. On va parler du jaspage, par exemple, et autres. Et en fait, même lorsque l'auteur a mis son point final à un bouquin, il y a encore tout un taf derrière. Il y a la trad, il y a la fab et autres. Donc, les bouquins, les mangas ou les mangas et les romans, en fait, continuent de vivre. Il y a encore côté organique et il peut y avoir des soucis au niveau de la trad, au niveau du lettrage, au niveau du jaspage. Et aujourd'hui, on sait que s'il y a une erreur de trad, ça peut être refait, réimprimé, arrivé dans 2 mois. C'est ça. On sait que c'est possible en fait. Ouais. C'est quoi le jaspage ? Désolé, je coupe. C'est lorsque justement sur la tranche, qui n'est pas le dos. Et oui, là où c'est tranché. Exactement. Et en fait, il peut avoir du travail graphique. Et certaines maisons d'édition l'ont travaillé à fond, notamment pour les réseaux sociaux, parce que les influenceurs, les visuels, exactement, les créateurs de contenu littéraire et autres, les leaders d'opinion, en fait, ont adoré les jaspages.
Et il y a des sujets, il y a carrément des sujets dessus sur le fait de bosser là-dessus. Après, et ça, quand elles sont belles, c'est incroyable. Je sais pas si vous voyez l'intégrale des Willan, la dernière qui est sortie, mais magnifique. Yeah. De A à Z. Mais tout le monde commence à en faire. Il y a une certaine maison d'édition qui s'appelle De Saxus qui avait des problèmes sur plein d'autres choses, mais qui faisait des jaspages incroyables. Et Ce sont les mêmes gens que Komiku, pour les fans de manga. Voilà, exactement. Et donc, ça leur a permis de se tirer un peu la couverture. Et maintenant, tout le monde quasiment fait des jaspages. Voilà. Est-ce que c'était mieux avant que les réseaux sociaux existent? On parlait des lettres. Mais est-ce qu'on se sentait mieux dans les maisons d'édition? Est-ce qu'on faisait des meilleurs mangas? Est-ce que c'était de meilleure qualité? Je suis pas sûr. Je suis pas sûre. Je sais pas, déjà il y en avait moins. Après, ça se recoupe encore une fois. Enfin, c'est ça qui est j'espère qu'il y a des gens qui travaillent sur le sujet, je veux dire à des niveaux un peu plus universitaires avec des données et tout, parce que vraiment l'arrivée du manga et la démocratisation des outils numériques et de l'accessibilité d'internet, tout ça, c'est fascinant. Enfin, je veux dire, ça va de pair finalement. Sur la France, ouais. Ouais, et puis je pense, enfin, c'est vrai qu'au Japon c'est encore autre chose. Et c'est marrant. Tout à l'heure, je regardais un article où il disait que les réseaux sociaux, quels étaient les réseaux sociaux qui cartonnaient au Japon, et puis en fait c'est pas du tout ce qu'on s'attend à voir en France. Par exemple, je veux dire TikTok là-bas, ça fonctionne moyen. Je veux dire, ils sont pas encore au niveau où nous on y est. Oui, par contre, ils en ont d'autres que nous on n'a pas chez nous. Mais oui, c'est ça aussi. Enfin, il y a tellement d'histoires aussi, parce que oui, les grands groupes Line, tout ça, c'est aussi des agrégations d'entreprises coréennes, japonaises. Donc il y a toute une partie Asie en fait, et ça c'est immense quand on y pense. Mais bon, tout ça pour dire que effectivement, il y a 20 ans, il n'y avait pas d'éditeurs qui faisaient du sourcing directement sur des sites pour voir quels seraient les mangakas de demain. Ça, Et puis il y avait une presse un peu plus présente aussi. Oui. Enfin, de toute façon, tu n'avais pas le choix si tu voulais faire connaître ton manga avant les réseaux sociaux. T'étais obligé de séduire la presse et d'acheter des 4x3 dans le métro, quoi. Mais même au-delà de ça, on a ce lectorat qui est parfois un peu trop virulent et autres, mais il peut avoir un côté positif, entre guillemets. Je suis plus jeune et tout, mais j'ai été libraire à un moment où Twitter n'existait pas. Et t'es pas si jeune que ça, hein. Faut arrêter. Arrête. Parce que moi aussi j'étais libraire à un moment où Twitter n'existait pas. Parce que j'ai 30 ans. Hein. Non, mais non, Twitter existait déjà, c'était juste Et donc il y avait ce petit côté où des lecteurs, enfin des acheteurs, des clients de la librairie venaient nous voir, nous disaient qu'il y avait des soucis sur des bouquins et tout, ou posaient des questions qu'on remontait au repré. Et en fait, on savait pas si le repré transmettait tout ça à la maison d'édition. Donc maintenant, il y a ce côté où lorsqu'il y a un souci, par exemple de Fab ou autre, etc., les lecteurs peuvent directement, normalement de manière polie, malheureusement c'est pas souvent le cas, peuvent le dire directement sur les réseaux sociaux, et ça peut être assez rapide plutôt que d'envoyer justement plusieurs lettres, et en fait la maison d'édition se retrouvait un mois plus tard à se rendre compte qu'il y avait souci. Oui, parce qu'en fait, tout le monde utilise les réseaux sociaux, mais chaque maison d'édition a une page d'accueil avec un mail de contact, et on n'est pas obligé d'afficher les maisons d'édition ou quand on n'est pas content de son achat, quoi. Mais là, tu te demandes de faire une... Enfin, c'est de l'énergie en plus. C'est-à-dire que tu es tout le temps sur les réseaux sociaux. Là, tu vois qu'il y a un truc pas bien, tu as juste à cliquer une fois, t'écris ton message, 2 fois, c'est envoyé. Alors, Claude, c'est qu'il faut que tu tapes le site internet, il faut que tu trouves la page, il faut que tu vois la page contact, il faut que tu choisisses dans le champ les machins chouettes. Et c'est des usages. T'as perdu 5 minutes, t'as pas 5 minutes. Et même au-delà de ça, sur les réseaux sociaux qui demandent quel est le contenu du lien qui est dans le post du réseau social qu'il commente. Et même au-delà de ça, mon Dieu, mais c'est quoi il y a quoi dedans si je clique? Même au-delà de ça, on parle directement des posts publics, mais sur les réseaux sociaux, il y a des messages boîtes privées. Oui, donc en réalité, moi je parle justement de ça, c'est t'as un souci, en réalité tu peux envoyer directement la photo en MP pour... Voilà, vous n'êtes pas obligé de montrer à tout le monde que vous n'êtes pas content. C'est drôle de montrer avec ses amis. Vous avez vu, il y a une photo. Exactement. Par exemple, encore une fois, je remercie la bienveillance du public de Doki Doki, mais quand il y a des soucis, c'est en général en message privé
qu'on est averti. Après, c'est votre gestion, c'est la gestion de Bambou qui fait aussi, Doki Doki, qui fait aussi qu'on en arrive là. C'est aussi un travail, parce que derrière, effectivement, c'est des équipes réduites quand même dans les maisons d'édition, donc il n'y a pas toujours une personne devant chaque chose, et même finalement ces boîtes mail qu'on ne sait pas où elles vont. Elles doivent Il faut déborder. quelqu'un, Parfois, peut-être on est dans un la poubelle, stagiaire, un Johnny, qui les réceptionne et qui les lise. Un Johnny 2000. Non mais moi, normalement, on est obligé par la loi de mettre, par exemple, dans les newsletters, désabonnez-vous. Et puis, j'étais en stage chez Gulli Canal-J, et puis on recevait beaucoup de messages. Je disais, mais je me suis désabonné 10 fois, je suis toujours pas désabonné. Je dis ça à ma boss, elle fait, ouais, ça marche pas. Mais du coup, C'était il y a longtemps. Donc on est obligé de le faire, mais en fait ça marche pas. Donc en fait c'est vraiment si quelqu'un se plaint qu'on va voir le mec informatique et là qu'on supprime. Du coup ça se trouve c'est pareil. Et il y a un truc qu'il n'y avait pas avant. Il pouvait y avoir du bouche à oreille, mais ça mettait des années à prendre de l'ampleur. C'est qu'aujourd'hui, ça fait caisse de résonance immédiate. Donc le gardien de chapelle qu'on a pu être nous dans les années 2090. Aujourd'hui, maintenant, il peut monter une armée derrière lui, quoi. Et faire tu vois, il peut faire comme il veut, quoi. Non, c'est parce qu'il l'a cité tout à l'heure, mais tout un tas de groupes niches, je peux parler du Furio, je peux parler de tout un tas de choses, c'est des qui font peut-être parfois plus de mal que de bien pour la cause qu'ils défendent. Et ça fait des caisses de résonance qui sont pas toujours bien vues, alors que dans leur démarche, l'idée c'était d'être positif. Non, le truc qui est terrible, et je ne veux pas être réducteur, c'est que c'est souvent lié à l'œuvre ou à son genre. Par exemple, vous avez fait une émission récemment sur Gundam. Oui. Et bizarrement, les gatekeepers de Gundam sont moins virulents que d'autres. Il y a un côté, non mais venez, absolument, venez, on est trop bien et tout, etc. Venez dans la commune. Allez. On en parle avec Jean-Philippe dans l'émission, justement. Exactement, mais dans la commune. C'est ça. Mais en fait, il y a ce côté un peu horrible où sur certaines œuvres, il y a cette envie de rester entre soi. Et étrange, quand même. Et sur d'autres, on ouvre bien. Mais je pense que c'est une division. Je pense que c'est l'envie de rester entre soi, mais être plus nombreux entre soi. Ah oui. Ouais. Et ben C'est sachez compliqué, qu'il y a un TCG Gundam qui va sortir en 2025. Je ne sais pas encore si je vais y jouer, mais si vous êtes non mais moi je sens toujours ça, genre, je sens toujours l'envie de vouloir bien faire, de vouloir défendre quelque chose, de vouloir faire connaître quelque chose, mais pas trop non plus. Ou pas de la bonne manière, ou encore il y a aussi ce truc, encore une fois c'est pour ça que je disais je ne veux pas être injuste, et malheureusement ça peut donner l'impression de brocarder certaines séries, mais c'est aussi parce que certaines personnes fans de séries ne savent même pas ce qu'elles lisent. Quand tu vois que certains fans défendent les violences policières ou encore des états très répressifs et avec une ultra surveillance, on a envie de dire mais vous vous rendez compte que vous suivez des aventures qui se battent contre un gouvernement qui essaie de mettre une loi assez répressive justement en place. C'est un peu ça, c'est peut-être ce côté où certaines personnes pas assez éduquées ou ne se rendant pas compte de ce qu'elles lisent ont la parole. Mais c'est comme s'il devait y avoir un permis de s'exprimer sur les réseaux sociaux. Ça, c'est Umberto Eco. Mais je trouve ça intéressant parce que tous ces réseaux sociaux, ça bouleverse aussi le marché manga, puisque ça apporte des discussions qu'on n'aurait sans doute pas eues sans ces réseaux sociaux. Que les idées soient bonnes ou mauvaises, ce sont des idées. Il faut en discuter, il faut échanger. Alors, le tout, c'est de jamais être totalement borné et pouvoir écouter aussi ceux qui ne sont absolument pas d'accord avec toi. Pourquoi tu me regardes? Je vous regarde tous. J'avoue, tu l'as bien regardé dans les yeux, là. Waouh. Elle a capté mon regard. Une ambiance délétère. Il y a quelqu'un qui t'écoutait. Ceux qui sont absolument pas d'accord avec toi, je trouve ça super intéressant de pouvoir les lire. Moi je fais toujours des timelines avec des gens aux antipodes de ce que je pense et je trouve ça alors ça me fatigue à chaque fois que je vois les messages, mais c'est intéressant jusqu'à un certain point quoi. Quand tu vois que c'est constructif et que la personne elle est ouverte, etc. Mais même avec des gens pas forcément ouverts, l'idée c'est de pouvoir voir ce que d'autres peuvent penser et comment une pensée peut cheminer et arriver quelque part. Peu importe ce que j'en pense, mais en tout cas, c'est d'avoir autre chose, de ne pas me noyer dans ma propre timeline de nounours, tu vois. Ah ouais, c'est marrant parce que moi je m'en fous. Et clairement, je fais. Il y a un truc, non mais j'en ai rien à faire en fait. Je te parle plus.
Mais le fait de parler de timeline est hyper intéressant et important parce que, mine de rien, avant les réseaux sociaux, il y avait les forums. Et en fait, le temps de réponse n'était pas pareil. Lorsque tu faisais des messages comme ça, tu te faisais ban si tu faisais des photos aussi. Exactement, les messages. C'était une bonne époque, ça. Non, mais c'est ça. Et même maintenant, en fait, avoir ces réseaux sociaux où la communication et les temps de réaction sont quasi instantanés, ça a même des répercussions sur les forums. Les interactions sur les forums ne sont plus les mêmes qu'à une certaine époque parce que effectivement, tout le monde, oui, parce que je suis également le petit gars de la com pour les bandes dessinées et pour les bandes dessinées, il existe des forums. Oh là là. Ouais, puis il y a Reddit, ça ressemble à un forum. Ouais, exactement. Reddit, et en fait, bah si, il y a beaucoup de Français maintenant sur Reddit. Hein. Notamment pour lire des articles de certains journaux payants. Ah, d'accord. Il ne faut pas le faire. Okay. Il faut soutenir la presse. Mais ouais, en fait, l'immédiateté j'ai pas envie de dire tout pourri, mais le fait de devoir tout de suite répliquer, avoir le bon mot et aussi choquer parce que justement il y a ce frisson du retweet, des likes et des commentaires et en fait pour ça il n'y a pas de magie, il faut cliver et en fait pour ce faire il faut être un peu virulent et ça peut malheureusement donner des interactions un peu trop dures. Ouais, et puis ça va pas du tout dans le sens d'une image d'une maison d'édition consacrée au manga et ça aussi ça invisibilise entre guillemets toute réponse parce que parfois tu vois des gens qui ont une idée de buzz ou de bad buzz et les gens vont plus s'arrêter au premier message et ne jamais regarder la réponse qui dit tu as faux pour ça et ça. Exactement. Ouais. Et finalement, tout le monde va avoir lu le premier message de plainte, même si c'est une erreur, peu importe quoi. C'est pour ça encore une fois que j'envoie toutes mes bonnes ondes et toute mon admiration aux community managers et aux personnes de l'ombre qui répondent ou qui doivent se gratter la peinture pour trouver les bonnes réponses parce que mine de rien ça répond vite et ça répond de manière souvent assez sourcée, assez intelligente et malgré l'émotion parce que ce sont des personnes avec un cœur qui aiment souvent les œuvres qui sont attaquées ou les auteurs et autrices et mine de rien jusqu'à présent je n'ai pas encore vu de community manager craqué. Peut-être que demain, je sais pas quelle maison aura son CM ou sa CM qui pètera un câble suite à une invective de trop, mais pour l'instant, je trouve que ça prend beaucoup sur soi, ça essaie de réfléchir, et notamment grâce aux autres membres de l'équipe, parce que ça a des managers, c'est souvent les responsables de la communication, du marketing ou autres qui viennent, qui donnent des éléments de réponse, donc ce sont des interactions, ça demande justement de composer différemment dans des équipes, d'avoir des gestions de crise. C'est un peu de la médecine de guerre en fait. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que non, mais ça bouleverse le marché manga dans le sens où ça bouleverse l'ordre des équipes. La façon de se comporter des gens qui travaillent dans les maisons d'édition. Ouais. Et ça crée des boulots parce qu'à une époque, c'était souvent des agrégats, c'était souvent une personne de la com ou des relations presse. Ou le stagiaire. Ou des relations presse qui cumuler plusieurs casquettes en se disant oui ça prend 10 minutes de répondre à des gens sur les réseaux ou de poster un mème ou autre etc. Et maintenant il y a ce côté ça a enfin pris en compte le fait que c'était un métier qui prenait du temps et aussi de l'énergie physique et mentale. Après on parle des CM et des maisons d'édition mais il y a aussi les auteurs. Là effectivement c'est un cas spécial pour les licences un peu japonaises mais si on parle des BD franco-belges, eux, ils sont sur les réseaux. Aujourd'hui, je pense qu'il y en a quand même pas mal. Et il y en a beaucoup qui, justement, s'interdisent les réseaux pour pas voir les messages négatifs. Et un jour, on en avait parlé avec Tony Radiant qui recevait trop de messages privés avec des mecs qui le défiaient. Genre, vas-y, je te défie. Il vous a raconté ça, mais lui, encore ça, à la limite, c'est drôle. Mais quand c'est un mec qui va t'insulter pour dire que ton œuvre, c'est de la merde et que c'est nul, quand t'es auteur, je suis pas sûr que tu le vives bien. Autant un CM, lui, c'est un gilet pare-balles. Mais à la limite, un gilet pare-balles, toi, on peut le changer et on le remet. Autant tu fais ça à un auteur, il n'a pas de gilet pare-balles. Souvent, et là, en plus, tu l'es parce que tu as une certaine empathie. Tu as une émotion, t'exorcises un peu ton mal dans la BD. Et là, pas tous, bien sûr. Mais... Là, vous parlez de la BD, mais c'est aussi dans le manga. Et c'est grâce aux Français. Parce que, souvenons de l'auteur de. Je crois que c'était
qui s'est fait interpeller par des lecteurs ou lectrices de France qui ont traduit leurs invectives pour l'interpeller en japonais pour lui dire « Ah non, c'est de la merde » ou un truc comme ça. Et c'était incroyable. Et encore une fois, la France a un incroyable talent. Ou encore, pas mal, non, c'est français. Et en fait, les trolls français ont un incroyable talent. Ils sont capables d'aller attraper un dessinateur japonais par le col pour lui dire qu'ils sont pas contents. Et c'est là qu'ils vont dire, mais merde, quand même. Ils sont capables de faire une acclamation incroyable pour Kishimoto au point de le faire pleurer d'émotion. On est capable de tout en France. On sait faire pleurer de joie ou de peine ou de rage. Et c'est ça, la France, il est larmes. On va te faire pleurer, quoi. Liberté, égalité il nous reste et larmes. 10 minutes dans cette émission. Je voudrais qu'on parle aussi d'un dernier élément, c'est le média vidéo. Le média vidéo, les influenceurs, les booktubeurs, tout ça n'existait pas avant. C'est un nouvel ingrédient de ce marché manga, un nouvel élément, de nouveaux acteurs. Déjà, pour toi, en tant que professionnel de la communication, qu'est-ce que le média vidéo va apporter dans le livre ? Pour moi, c'est un showroom en plus. C'est une sorte de, c'est une mise en avant graphique, une vitrine par rapport à, on va dire, la presse papier ou radio ou autre. Il y a moins de possibilités de montrer, par exemple, la fab. Le fait que le papier est joli, le chasse-page, nous on n'en fait pas. Mais par exemple, pour des maisons d'édition qui en font, c'est ce surcroît de visibilité sur le travail qui a été mis en place. Et c'est aussi la possibilité pour l'éditeur de parler à son lectorat. Parce qu'il y a de plus en plus, il y a eu des vidéos, des maisons d'édition qui ont mis en place des vidéos où un éditeur prenait la parole. Je pense par exemple à Mangetsu. Pas leur métier, ça, c'est difficile de prendre la parole en étant filmé. Ouais, mais c'est toujours l'évolution. Ce sont des métiers qui évoluent non-stop. Ça en crée, notamment CM comme je le disais, mais c'est aussi le fait d'évoluer avec les médiums qui se présentent à soi. Comme par exemple à une époque où il n'y avait pas la radio, les éditeurs ne prenaient pas de la même manière la parole. Ils sont passés, on va dire, des réclames dans la presse, et ensuite ils ont dû parler à la radio, à la télé. Et voilà. Et donc, c'est toujours un petit truc en plus, c'est sympa. En fait, c'est intéressant la vidéo. Enfin, déjà, juste avant, quand on parlait de comment est-ce que les gens se comportaient sur les réseaux sociaux, mais moi, je trouve que la vidéo, avec cette thématique de la vidéo, tu vois clairement les différences culturelles. En tout cas pour le manga, entre le Japon et la France. Alors, ne serait-ce que maintenant, on sait que tous les invités à Japan Expo seront soit masqués, soit drapés, ils ne veulent pas apparaître sur des médiums, comme on dit, vidéo, ou en tout cas, leur image doit rester privée. Ils ne veulent pas devenir des mêmes, exactement. Mais il y a une autre... je veux dire, ça va au-delà, parce que je me souviens avoir discuté avec un illustrateur japonais sur Twitter. Moi, je trouvais qu'il faisait des trucs super. Le mec disait qu'il était en école d'art, tout ça. Il animait un petit salon tout en dessinant et en montrant ses dernières créations. Et le gros point de la vidéo, c'était « Ah ouais, mais je tiens absolument à rester anonyme ». Il est dans une école d'art, mais il va pas présenter ses illustrations qu'il fait et qu'il montre sur Twitter, et il tient absolument à garder son identité le plus secrète possible. Et je trouvais ça très 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 étrange. Il s'appelait Banksy. C'est vrai que lui, pour le coup, il est vachement célèbre. Mais là où en France, je pense qu'aussi, c'est vraiment une question de culture, de comment est-ce qu'on a une affirmation de soi et de son individualité, parce que finalement, ce qui est important, c'est de savoir effectivement, même si évidemment, on va pas tous savoir bien prendre la parole. Il y a des moments où ça va plus ou moins bien, on va être plus ou moins gêné. Mais je pense que il y a plein d'auteurs japonais pour lesquels c'est un métier de prendre la parole en public, et c'est pas dans leur corde, et ils ne tiennent pas à devoir en faire un nouveau pan de leur métier, quoi. Fabrice, dernière question, je pense que ça va être la dernière de cette émission.
est-ce que l'arrivée des influenceurs, ça a changé quelque chose de ce qu'on appelle les influenceurs? Au début, en plus, on a vu des influenceurs qui essayaient de proposer des choses. Aujourd'hui, on a des influenceurs qui vont parler quasiment que de Dragon Ball et de One Piece. Ils sont devenus plus suiveurs que prescripteurs. Comment ils ont évolué? Est-ce qu'ils ont occupé une place qui n'existait pas? C'est quoi le rôle? En quoi ils ont changer des choses dans le marché manga? Parce qu'on ne peut plus lancer un manga sans dire il y a tel influenceur qui est payé par la maison d'édition pour le faire et ainsi de suite, tu vois. Et même là, ça a très très vite évolué. Il y a encore quelques mois, années, c'était la course à avoir certains influenceurs justement pour parler du manga à la sortie et autres. Il y a une certaine défiance qui s'est développée. À tort ou à raison, on n'est pas là pour... peut-être qu'on ferait une émission là-dessus, on ne sait pas. Mais contrairement à la litté, encore une fois, classique, où au fil du temps, les influenceurs littéraires sont devenus de plus en plus puissants, au point d'avoir des pubs dans le métro, d'être sponsorisés par certains médiums, comme par exemple TikTok ou autre. Mais en fait, dans le manga, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Peut-être que ça allait trop vite, peut-être que ça allait dans un sens qui était compliqué, mais en fait, j'ai l'impression que justement, il y a eu ce truc on va dire, ce phénomène un peu de défiance. On parlait de la violence sur les réseaux sociaux, mais ces influenceurs, ces créateurs de contenu autour du manga ont subi une violence incroyable, en sachant que c'est pour la plupart, voire la majorité, voire tous, des passionnés. On aime ou on n'aime pas, ce sont des gens qui prennent la parole pour parler de leur passion, mais qui se sont fait tomber dessus parce qu'ils ont été traités comme sandwich ou autre, à tort encore, ou à raison. On n'est pas là pour juger de ça. Là où, pour d'autres médiums papier, livres, BD ou autres, c'est moins le cas. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à interroger sur la manière dont les prises de parole et de promotion ont été mises en place, la débauche de moyens ou autre. À réfléchir. Tu voulais réagir, Joe, un dernier mot sur ce sujet? C'est ma main qui s'appuie sur ma tête pour le tenir. Mais j'étais en train de penser, en fait, moi, je voyais plutôt les influenceurs comme avant, on prenait des pubs dans un magazine pour faire la promotion de son titre. Et ben là, on achète, entre guillemets, un influenceur pour faire la promotion de son titre à sa communauté, qui est normalement essentiellement tournée vers le manga. J'imagine qu'il y a des influenceurs un peu plus sport et d'autres plus bagarre, Furio. Et du coup, moi, je voyais juste, en fait, t'achètes une pub. Avant, t'achetais une pub dans un magazine, là, t'achètes une pub avec un mec, quoi. Voilà. Et encore une fois, ces pubs achetées, sur, je sais pas, le dernier Robert Laffont et tout, n'ont aucun problème. Et c'est, par contre, les pubs sur des mangas, je ne dis pas que c'est le public manga qui est un peu plus compliqué, mais je démasqué, je déteste le manga. Mais non, c'est le fait d'avoir peut-être ce vecteur de communication compliqué et moderne qu'on ne maîtrisait pas, le fait d'être allé à fond sur dans certaines directions qui ont donné lieu à des dérapages, c'est ça. Mais c'est ce truc de, est-ce que s'il y a plus de com sans comprendre à qui on s'adresse, s'il y en a plus, ça ne changera rien. Et aussi... Oui, et d'ailleurs ça me fait penser à cette phrase que je vois tout le temps moi, sur les réseaux sociaux. On va finir l'émission là-dessus. Non, la légende est fausse. S'il y a plus de com sur un manga, ça veut pas dire qu'il va plus se vendre. Exactement. Que ça soit bien clair. Parce que c'est sinon, pas mathématique. Hein. Oui, sinon ça serait facile. Il suffit de faire de la com et puis on gagne de l'argent. Pourquoi les éditeurs ne voudraient pas gagner plus d'argent? C'est vrai, ça. Il n'y a pas de raison. Donc ça veut dire qu'il y a un problème dans cette phrase. Vous voyez, le débat est riche. On a énormément de choses encore à dire dessus. On a balayé plein de choses. C'est une première émission. On va attendre un petit peu vos réactions sur les réseaux sociaux, justement. Allez, parlez entre vous dans le Discord. Maintenant que vous savez que je déteste le manga. Sur quels réseaux sociaux vous voudriez qu'on soit? Tiens, on n'est pas sur Reddit. Est-ce que vous voulez qu'on aille sur Reddit ou sur Blue Sky ou sur TikTok? On n'est pas sur TikTok. Quand vous aurez engagé un CM. Voilà. Merci d'avoir écouté cette émission. Vous l'avez bien vu. Merci Fabrice. Le marché manga s'est bien transformé merci. à l'heure des réseaux sociaux. Merci beaucoup Fabrice d'avoir participé à cette émission. Et merci à vous tous de nous avoir écoutés. Ciao, salut. Salut.